Bonjour chers amis et chers ennemis, que l'on souhaite être toujours plus nombreux, compte tenu des choses que l'on a à dire et qui sont faites pour ne pas leur plaire. Cette semaine, elle a été effroyable, entre le drame de Mougins, où un gendarme en service, et non pas comme l'humanité a pu le dire, en accident du travail, quasiment, a perdu la vie, et le drame de Valoris, où une petite fille est en train, 7 ans, est en train de lutter contre la mort, tout en étant dans un état, d'après ce que le père nous a dit, désespéré. On a vécu une semaine française encore des plus horribles, des plus insupportables. Quand on voit, et vous avez dû les voir parce qu'elles ont été diffusées, nous on n'a pas voulu les montrer par respect pour la famille, et puis parce qu'on a tellement été choqués en voyant ces images de ce gendarme percuté, propulsé loin à terre, qu'on a préféré ne pas les montrer. Mais tous ceux qui ont pu voir ces images ont été horriblement choqués. On voit le véhicule qui fonce, et qui fonce délibérément, parce que le gendarme, on s'en rend compte, essaye de faire un petit mouvement pour l'esquiver. On est donc en présence d'un assassinat. Et quand on entend la déclaration de son épouse, on est non seulement bouleversé par l'intensité du chagrin qui déferle de ces mots, que par la sincérité de ce qu'elle dit. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. On nous a habitués, en récupérant les victimes, moi je l'ai vécu quand j'étais en exercice, j'ai vu les services de l'État, les préfets se précipiter pour récupérer les victimes et essayer, parfois par le biais d'associations du reste, de faire en sorte qu'elles ne soient pas récriminantes ou accusatrices de la situation. Je l'ai vu ça. Et là on a affaire à une femme droite qui dit les choses telles qu'elles sont et qui n'a pas peur d'employer les mots tels qu'ils doivent être employés pour dire la réalité, l'horreur de la réalité. L'horreur de la réalité, c'est des enfants orphelins, des parents désespérés, une épouse dont la vie s'arrête et tout un environnement familial qui est pour toujours plongé dans le deuil. On a entendu le témoignage d'un homme dont le père gendarme avait été tué quasiment dans les mêmes conditions il y a maintenant 45 ans, et il a raconté que pour lui, c'était hier. Ça ne passe pas, ça ne s'oublie pas. Alors, devant la déclaration de cette femme, de cette veuve, ils vont pas venir nous dire là, les pleurnicheurs qu'on fait de la récupération. Ils vont pas pouvoir parler d'instrumentalisation. Là, ils ne pourront pas, ils ne peuvent pas, parce que elle a dit, cette femme, tout haut, ce que tout le monde pleure, pense, ressent, souffre, tout bas, trop bas même. Elle a été, pour un moment, la voix brisée mais retentissante d'une grande partie d'un peuple qui n'en peut plus, et qui souffre, qui n'en peut plus du désordre, qui n'en peut plus de la vulgarité, qui n'en peut plus de l'anarchie, qui n'en peut plus de la violence, qui n'en peut plus de l'abandon, qui n'en peut plus de l'abandon. Elle a trouvé les mots
pour le dire. Parce que la réalité, elle est sous nos yeux. Même si les médias maquilleurs veulent nous empêcher de le voir. Elle est sous nos yeux, la réalité. Et c'est que désormais, il n'y a plus aucune dissuasion. C'est que désormais, on est enfermé dans une idéologie qui rejette la prison et qui cherche chaque fois à trouver des solutions pour éviter la sanction. Oh, je ne dis pas que la prison, c'est toujours la solution. Tout ce qui est catégorique est absurde. Mais quand même, il y a des cas, il y a des moments, il y a des situations où il faudrait qu'on en revienne à une certaine forme de sévérité pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que un gendarme, un policier, ça se respecte. Mais comment voulez-vous qu'on y arrive? Comment voulez-vous qu'on y arrive quand on voit dans les heures, le lendemain je crois, qui ont suivi le drame, quand on voit BFM qui va interviewer, je ne le supporte plus ça, les voisins. Avec des voisins et des amis proches du suspect et tous décrivent un homme discret, gentil et travailleur. Ils sont évidemment très choqués. Les bons voisins, les gentils voisins qui viennent dire que dans le quartier où habitait l'assassin chauffard, il y a beaucoup d'émotions, qu'il était l'assassin chauffard discret, gentil, travailleur, honnête citoyen. Non, mais non, mais non, non, non. Et que l'alcool est probablement responsable du drame, mais qui ferment leur gueule. On est en temps de deuil. Ils ne pourraient pas attendre pour balader leur prostitutionnel micro. Ils ne pourraient pas attendre que la peine un peu s'estompe. Non, non. Il faut aller sur place, entendre la voisine, le voisin, dont on se fout. Dont on se fout. Et il faut subir aussi, dans le moment de la souffrance, les commentateurs qui oublient de dire, de répéter que cet individu avait été condamné 10 fois pour des faits de violence, pour des faits d'outrage, pour des faits de délit de fuite, pour des faits de conduite en état d'ivresse, et que celui dont on dit dans le quartier qu'il était honnête citoyen, il avait encore le droit de conduire malgré ses condamnations et qu'il n'avait pas fait un jour de prison et qu'il avait encore son permis de conduire. Et il faut subir les commentaires de Pablo, qui vient nous dire que les propositions de la veuve d'Éric Comines sont ultra-violentes. J'ai entendu les paroles de sa veuve éplorée. Elle a tout à fait le droit de tenir ses propos. Ses propos sont ultra-violents. Ultra-violente? Elle vient de perdre son mari. Elle est veuve. Les enfants sont orphelins. Il n'y a plus que l'absence autour d'elle. Et il y a un commentateur, un chroniqueur, je ne sais pas comment l'appeler, qui vient dire qu'elle tient des propos ultra-violents. Et il ajoute qu'il ne faut pas changer une loi parce qu'il arrive un fait divers, alors que lorsqu'il y a eu l'affaire de 2023, il demandait que l'on supprime la loi de 2017. Vous vous rendez compte? Il fallait, selon lui, que l'on abroge le permis de tuer qui avait été donné aux policiers. Et Faure, non, Olivier Faure, qui dit que mettre les gens en prison n'est pas non plus une réponse satisfaisante. Et la chercheuse qui cherche, sans jamais rien trouver, Isabelle Vera Masson, qui trouve, parlant de la mort, parlant du drame qui est arrivé à Valoris, qui parle des rodéos en disant que les rodéos urbains sont des West Side Story.
Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises. Et... Vous vous rendez compte de la confusion dans laquelle on est, de la confusion dans laquelle on se trouve, et le silence de la gauche, non? Ce silence terrible, ce silence qui contraste avec le bruit qui d'habitude est fait quand un policier légitimement fait usage de son arme. Là, parce que c'est une victime, le silence de la gauche est incroyablement, mais incroyablement insupportable. Mais c'est parce qu'il y a des choix qui sont faits. On est dans un combat existentiel. Il y a deux mondes idéologiques qui vont devenir irréconciliables. Le monde d'une idéologie laxiste qui continue à croire que c'est l'auteur qui mérite la compassion, comme si on était encore au temps de Victor Hugo, où on allait au bagne pour un vol de pain. Oui, qui continue à croire, avec des relents marxistes, que l'agresseur, le voleur, le violeur, le ravageur, le destructeur, il est quelque part une victime du système, comme si on était encore à l'époque des chiens perdus sans collier dont parlait Cesbron. Mais c'est fini les vieux, tout ça. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce sont les victimes aujourd'hui qui sont les abandonnés. Et les misérables, ce sont les victimes. Tout a changé. Tout a changé, mais vous n'avez pas changé. Et vos réactions à géométrie variable sont insupportables. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et je vais vous le dire, le refus d'obtempérer, il commence bien avant le refus d'obtempérer. Il commence quand à l'école, on refuse d'obéir au professeur. Quand à l'école, on refuse d'obéir à ce qu'on appelait autrefois le maître. Le premier refus d'obtempérer, il est là. Quand le prof entre dans la classe et qu'on ne se lève pas. Quand on tutoie le prof. Quand on le malmène. Quand on le laisse se faire égorger dans la rue. Là s'installe l'incroyable système de désobéissance, de mépris qui ira jusqu'à frapper, outrager, cogner, écraser le gendarme et le policier. Toute l'histoire de la désobéissance est faite de multiples refus criminologiques d'obéir, d'obtempérer. Et cela, on l'a laissé faire. C'est ce qu'on a appelé d'abord, par peur des mots toujours, des incivilités. C'est ce qu'on a toléré au nom de la paix sociale. C'est ce qu'on défend au nom d'une auto-justification permanente. Les pauvres petits, si vous saviez, ils ne sont pas habitués, c'est pas leur manière de vivre. Ils transportent ici leur culture. Il n'y avait pas de père, la mère les élevait seuls. Oui, tout ça, ça peut compter. Mais quand ça devient un système d'auto-justification, on enracine dans la tête du délinquant l'idée qu'il a un crédit de crime, un crédit de délit envers la société, et qu'il peut se permettre, grâce à ce discours justifiant, de commettre des infractions qui, en quelque sorte, sont le paiement de ce qu'on lui doit. Oui, c'est l'environnement justificatif. C'est ce qu'on appelle l'endettement moral. Et quand on voit dans des manifestations la police tue, quand on voit une pancarte, un flic qui meurt, une voix en moins pour le RN, comment voulez-vous qu'on ne soit pas dans un environnement d'inversion des valeurs? Et pourquoi la réponse pénale serait-elle là? Pourquoi les juges seraient-ils où la société n'est plus?
Pourquoi serait-il présent alors que tout est absent? La prison, le ministre, où est-il? Vous l'avez vu, il faudrait presque un mandat de recherche pour le trouver. Et pourquoi ce jeune, avec ses 10 condamnations, était-il encore sur le territoire? Vous ne croyez pas que la question, elle mérite d'être posée parce qu'elle nous renvoie à tout ce que je vous disais, notre impuissance, notre incapacité à agir et l'abandon dans lequel les Françaises et les Français se sentent. Je voudrais dire, avec tout le respect de la douleur, à la veuve de ce pauvre gendarme, que c'est pas la France qui l'a tué. Parce que son époux, il est la France. Il était la France. Il était la France en uniforme, la France qui cherche à faire régner l'ordre. Il était une France qu'on admire, qu'on respecte, comme Mélanie Lemay, morte en service, Éric Monroy, mort en service, Romain Boulan, mort en service, Manon Rau, morte en service, Paul Medeiros, mort en service, Steven Greyblak, mort en service, mort pour la France. À peine a-t-on fini de sécher la première larme qu'à Valoris, de nouveau, ce qu'on a appelé autrefois les incivilités et qui sont de véritables transgressions de la loi, se produisaient. Une jeune fille, une petite fille, 7 ans, était renversée par un motard qui faisait roue arrière sur sa moto. D'après le père qui a fait un poste, elle serait plus proche de mourir que de s'en sortir. Le délinquant a été laissé en liberté malgré la demande du juge et du procureur et on l'a placé sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la France est en train de se détériorer, mais même pas, elle est détériorée. Qu'on a tout laissé faire. Que dans un pays où il n'y a même pas de Premier ministre et où probablement le Premier ministre sera une espèce de handicapé de la politique, inodore, incolore, embaumé peut-être un peu de parti socialiste, dans un pays où on en est là, mais on est tous abandonnés. Et tant qu'il n'y aura pas un sursaut de la politique, tant qu'on n'aura pas un homme, une femme, qui mettra le désintérêt en premier et l'amour du pays en premier, on n'aura pas de solution. Parce que tout est détruit. Et il faut tout reconstruire. Tout. Et pour y arriver, il faut d'abord et avant tout aimer la France. Aimer les hommes, les femmes qui servent la France, qui la servent au risque de leur vie, qui la servent dans le danger, qui la servent dans l'épuisement pour des salaires de misère. Alors ils ont raison, les Français, d'avoir un profond mépris pour le Parlement et pour les hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, tout est bousillé. Mais ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. On vient de très 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 loin dans l'histoire. Et si l'on est capable de se réunir, on peut encore trouver des solutions. Amis, pensez à cette famille du gendarme, de la petite fille. Je ne sais si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas. Si vous y croyez, priez. Si vous n'y croyez pas, pensez-y. Faites un effort pour que la communication mentale aille vers eux. Nous, on continuera, quoi qu'il arrive, à se battre. Parce qu'on ne va pas assister, sans rien dire, à cette destruction. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas de nous rejoindre en tapant sur la petite cloche
Parce qu'un jour, peut-être, les autres, ils se diront, tiens, c'est peut-être pour nous que sonne le glas. Et croyez-moi, ils l'auront bien cherché. Les amis et les ennemis, bien sûr, hein, sont très importants, ceux-là. À l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, on ne connaît toujours pas le nom du fantomatique Premier ministre. Dès qu'on saura qui est Premier ministre, immédiatement, bien sûr, on réagira. Et à ce moment-là, vous pourrez, bien évidemment, aller sur la chaîne YouTube pour connaître nos analyses. Merci.